cet épisode 14 du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, on va parler du thème « Comment trouver le temps de construire un projet solide lorsque le métier d'enseignant nous prend tout notre temps ?» C'est une question qui m'a été posée sur Instagram et qui revient souvent dans mes accompagnements, justement d'enseignants en arrêt qui se disent qu'ils ne savent pas comment des collègues en activité peuvent arriver à trouver le temps de mettre en place des actions pour leur reconversion. Donc la gestion du temps, ici, apparaît comme quelque chose d'essentiel quand on veut agir sur sa reconversion. On va également parler de priorisation et d'organisation, de communication, de création d'objectifs et de to-do list efficace. Déjà, petit rappel super important pour vous qui écoutez cet épisode de podcast sur la reconversion professionnelle pour les enseignants. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions sur la reconversion et que c'est un sujet qui vous titille, mais en plus de ça, vous avez envie de trouver des réponses à vos questions et d'avancer. Donc vous avez tous mes encouragements pour ce cheminement-là. On va parler donc, comme je l'ai dit, de plusieurs éléments en lien avec la gestion du temps. On va parler d'abord dans un premier temps du défi du temps dans le métier d'enseignant, puisque là on est vraiment sur la question du défi et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, on va parler de priorisation dans la gestion de son temps, de techniques de planification et d'organisation, et enfin, un petit moment état d'esprit pour rappeler comment surmonter les moments difficiles dans sa reconversion. Alors, c'est parti! Le métier d'enseignant, c'est un métier vraiment où le temps, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'il y a des contraintes qui sont assez spécifiques, avec des périodes de travail devant les élèves, mais également des périodes de travail, de préparation et de correction qui ne sont pas devant les élèves. Et donc, ce temps de classe et ce temps hors classe a des limites qui sont floues. C'est-à-dire que, en fonction des enseignants, on peut passer plus ou moins de temps à travailler en dehors de son temps de classe, en fonction de son perfectionnisme également, donc on reviendra là-dessus. Et très souvent, très souvent, on arrive à avoir du mal à trouver un équilibre entre le professionnel et le personnel, puisque la quantité de travail d'un enseignant, finalement, elle est proportionnelle à sa volonté et à son implication dans le métier. On a également souvent des enseignants qui ont du mal à couper entre leur moment professionnel et leur moment personnel, notamment le week-end ou le mercredi, en se disant qu'ils ont toujours quelque chose à faire et que ce quelque chose est nécessaire pour pouvoir avancer. C'est aussi difficile pour un enseignant, par exemple, de ne pas ouvrir son cartable ou son PC le soir en arrivant chez lui ou le week-end. Moi, je me souviens que j'avais quand même des moments dédiés pendant le week-end, donc notamment le samedi matin, où j'avais toute la matinée qui était dédiée au boulot. Et ça, quand on est enseignant, on le conçoit et on le comprend. Quand on est, par exemple, avec quelqu'un qui ne travaille pas dans l'enseignement, ça peut être compliqué à prendre en compte, puisque une personne qui travaille dans le privé, à partir du moment où elle a fini sa journée, basta, elle est totalement libre pour faire autre chose de son temps. Tout à l'heure, je parlais de perfectionnisme parce que chez les enseignants, très souvent, on va avoir l'envie de bien faire son travail. Et ça, je ne vous le reproche absolument pas parce que j'étais exactement pareil. Le revers de la médaille du perfectionnisme, c'est de ne jamais être satisfait de son travail et de refaire ou d'aller dans les détails de choses qui existent déjà, peut-être, de choses qui pourraient fonctionner de la même manière, mais tout en étant moins jolies, moins précis. Mais comme on veut aller vraiment loin dans son travail, on prend le temps que l'on juge nécessaire, nous, pour faire ce travail, pour faire ces éléments-là. Et malheureusement, ce temps-là, parfois c'est aussi une recherche de reconnaissance que l'on peut avoir vis-à-vis de son travail, puisque généralement, ce n'est pas la hiérarchie qui va vous donner des signes de reconnaissance. Donc, pour un enseignant, bien faire son travail, avoir des préparations qui sont belles et soignées, ça peut lui permettre de se sentir reconnu dans son métier par lui-même. Mais vous allez me demander, mais du coup, comment faire différemment? Alors, il y a un épisode de podcast hyper intéressant du podcast Mes trucs de prof sur le minimalisme chez les enseignants. Et du coup, elle décrit le minimalisme chez les enseignants comme un état d'esprit à adopter, du coup comme de nouvelles lunettes à mettre pour pouvoir regarder les situations sous un autre angle. Du coup, l'idée, c'est quand même de rester efficace, de faire le minimum sans réduire les bienfaits ni l'efficacité.
ôter tout ce qui va être superflu pour garder l'essentiel. Et parfois, la plupart du temps, ce n'est pas un exercice qui est facile quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais du coup, elle rappelle aussi la maxime donc less is more, le moins et le plus, comme quoi l'amélioration d'une situation se fait par la soustraction et non par l'addition d'autres choses. Et le minimalisme, en plus de tout ce qu'il peut vous apporter sur la gestion du temps, va vous permettre de mobiliser votre pensée créative pour vous accompagner dans la gestion de votre bien-être et de votre équilibre pro ou perso. Donc je vous encourage à écouter cet épisode qui est passionnant, donc c'est l'épisode 130, le minimalisme appliqué à ta vie de prof. Pour terminer cette partie, je voudrais déjà avoir un moment aussi pour vous rappeler d'être bienveillant envers vous-même. Parce qu'on a l'impression qu'il faut tout faire, tout réussir, mais changer, c'est un processus qui va vous prendre du temps. Et comme on n'a tous que 24 heures dans la journée, ce processus, va se mettre en place petit à petit et vous pourrez avoir davantage de temps dédié à d'autres activités que le travail, mais soyez bienveillant envers vous-même et restez positif. Dans la seconde partie de cet épisode, il y a une notion que je voulais aborder, c'est la priorisation. Parce qu'en fait, forcément, vous mettez davantage de temps sur les choses qui vous semblent prioritaires. Et quand on est enseignant, la priorité, c'est la gestion de la classe. C'est ce qui se passe dans l'établissement. Et donc, forcément, on va, dans notre emploi du temps, de manière inconsciente, y consacrer beaucoup plus de temps. Alors, c'est toujours intéressant de savoir et de redéfinir le plus souvent possible ses priorités. La reconversion devient votre priorité principale, ça veut dire qu'elle va passer avant d'autres tâches qui vont passer en priorité secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire que la reconversion devienne votre priorité principale ? Déjà, ça veut dire que vous allez faire moins de choses pour votre métier d'enseignant, et dans ce cas-là, vous aurez plus de temps pour vous. On le verra tout à l'heure, mais pour mettre en place des objectifs, pour aller chercher des informations. Mais il faut prendre en compte que c'est un choix qui doit être conscientisé. C'est vous qui choisissez vos priorités, ce n'est pas le métier que vous effectuez qui doit vous donner vos propres priorités. Et ça, on le voit également dans le cadre familial, il y a des priorités qu'on ne peut pas évincer quand on a une famille ou des choses comme ça. Et bien, c'est la même chose pour la reconversion. Donc pour vous, actuellement, quelle est l'importance que vous donnez à ce projet ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de crucial ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans 5 à 10 ans ? En fonction de l'importance que vous allez lui donner, le temps que vous allez lui dédier va pouvoir être différent. En plus de ça, on a tous des fonctionnements qui vont être différents concernant notre efficacité et notre, alors on va dire productivité, mais ça fait un peu barbare quand même de parler de productivité par rapport à ça. Mais en gros, en fonction de votre priorité dans votre reconversion, vous pouvez avoir envie d'avancer par exemple 1 heure par mois ou alors 30 minutes par semaine, mais en sachant que si vous avancez 30 minutes par semaine, vous allez avancer beaucoup plus vite que si vous travaillez sur votre projet seulement 1 heure par mois. En fonction de son emploi du temps, on peut être efficace plus tôt le matin ou trouver du temps. Ça peut être ça aussi. C'est trouver du temps, par exemple, avant le réveil des enfants, le soir, après qu'ils soient couchés ou en rentrant du travail, mais trouver et dédier un moment à cette phase de reconversion, un moment où vous êtes sûr d'y penser. Et pour ça, n'hésitez pas à mettre, par exemple, un rappel sur votre téléphone, à limiter ce moment dans le temps. Vous dites c'est 30 minutes. On a tous 30 minutes à mettre quelque part dans son emploi du temps, dans sa journée. Je ne vous juge pas du tout par rapport au moment où on revient du boulot et où on est HS sur son canapé parce que c'est du temps qui est nécessaire pour récupérer. Mais on se rend vite compte que parfois on peut passer un temps incontrôlé sur les réseaux sociaux, par exemple, à scroller, à regarder les stories Instagram, et le temps défile alors que finalement notre action n'a pas été tournée vers quelque chose qui va nous être profitable sur le long terme. Alors que là, se dédier un moment, c'est avoir en tête que ça va être profitable sur le long terme, et donc ça rajoute une motivation supplémentaire. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à parler à votre entourage pour leur dire que vous êtes indisponible, à éteindre les notifications sur votre téléphone et à trouver un endroit calme. Faites-en un moment agréable.
avec de la musique ou avec, je sais pas, un petit bout de chocolat qui va vous motiver. Et l'idée, c'est de s'y tenir de manière régulière. Si c'est chaque semaine, eh ben on s'y tient chaque semaine. Si c'est 1 heure par mois, eh ben dans ce cas-là, on avance 1 heure par mois. Parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est grâce aux récurrences. Et vous verrez que en fonction de votre objectif, avoir un moment récurrent pour avancer dessus permettra de voir l'évolution justement de cet objectif, de voir les étapes que vous allez passer et ensuite de pouvoir être fier de vous, de pouvoir reprendre confiance en vous et en votre capacité à sortir de cette situation. C'est maintenant que j'ai choisi de vous parler du choix de votre objectif. Parce que finalement, quand on parle de reconversion, on voit un changement majeur dans sa vie. On voit comme un labyrinthe à traverser, une montagne à grimper. On voit vraiment des choses qui sont loin et qui sont compliquées à faire. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien parler de la méthode des petits pas, parce qu'elle est beaucoup plus efficace que de se dire, bah voilà, mon objectif c'est la reconversion, mais je sais clairement pas par où y aller. L'idée, c'est de prendre le temps, en premier lieu, de réfléchir justement sur où est-ce que je veux aller et comment je vais faire pour y aller. Si votre objectif c'est d'atteindre le mont Everest, il y a par exemple de nombreuses actions que vous allez pouvoir mettre en place, notamment sur l'entraînement physique, sur l'entraînement psychologique, sur l'achat du matériel. Je sais pas, des personnes qui peuvent vous accompagner, vous encourager. Avoir toutes ces étapes-là vous permettra déjà de savoir quoi faire pendant votre créneau dédié à votre projet de reconversion, mais en plus de ça, d'être beaucoup moins dans la procrastination. Parce que le cerveau, quand il sait quoi faire, il n'a pas besoin de se dire « Ah mais non, mais j'ai pas envie, et puis c'est pas le moment. » Ok, là on sait quoi faire, on a un temps donné, et on y go. Et donc on est dans l'action. Alors l'idée, c'est quand même de faire des to-do list, donc des listes de tâches à faire, qui vont correspondre à votre besoin, qui vont correspondre à votre objectif. Donc dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'objectif, bien le déterminer à l'avance. Donc vous pouvez utiliser la méthode qu'on appelle la méthode SMART, c'est-à-dire que un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Si vous ne mettez pas de date limite, vous pouvez prendre 3 mois pour réaliser une tâche qui prend 2 minutes, parce que finalement, vous n'avez pas de date limite. Et il y a une règle psychologique par rapport à ça qui dit que finalement, on prend le temps dont on dispose pour réaliser une tâche. Moins on a de temps, plus ça nous rend efficace dans la réalisation de celle-ci. Et l'idée, c'est que plus vos objectifs vont être clairs, plus ils vont être faciles à atteindre. Et pour qu'un objectif soit clair, il faut que ce soit une action. Chaque tâche doit être réfléchie comme une action à mettre en place en utilisant un verbe d'action. Au lieu de dire par exemple projet de reconversion, on peut dire rechercher des programmes de formation en ligne. On peut dire également demander une rupture conventionnelle. Là, on va être plutôt dans l'action que projet de reconversion de manière globale. Pour continuer sur rendre efficace cette méthode des petits pas, l'idée c'est vraiment de décomposer les grandes tâches en petites tâches que vous pouvez faire de manière régulière et de manière beaucoup plus concrète. Par exemple, se renseigner sur un métier, c'est quand même une grande tâche. Elle peut être divisée en plein de tâches différentes. Donc, rechercher sur Internet une fiche de poste, contacter dans notre entourage des personnes qui ont connaissance de ce poste ou de ce métier, faire une enquête métier. Donc, ces actions-là vont être beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus courtes que la grande action qui va être se renseigner sur un métier. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de hiérarchiser les tâches, de classer les tâches par ordre d'importance, et notamment celles qui vont apporter le plus de résultats avec le moins d'efforts. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode du 20-80, dans le sens où, dans une journée, 20% des actions apportent 80% des résultats. Donc l'idée, c'est de se concentrer vraiment sur les actions qui vont nous apporter le plus de résultats. Et ces actions, elles ne doivent pas non plus être trop nombreuses. L'idée, c'est de ne pas surcharger sa charge mentale, puisque en tant qu'enseignant, en tant que membre d'une famille, on a déjà une charge mentale importante, notamment chez les femmes, même si de plus en plus chez les hommes également. La to-do list, c'est vraiment un nombre raisonnable de tâches par créneau dédié à la reconversion.
Ça peut être 3 tâches maximum. Et l'idée, c'est vraiment de rester motivé, ne pas être démotivé par la liste de tâches à faire. Pensez bien également à donner des deadlines, donc des dates limites qui vont être réalistes, pour vous inciter à respecter les délais et à rester concentré sur les objectifs à long terme. Et enfin, 2 choses qui sont hyper importantes, c'est de pouvoir rester flexible sur vos tâches et sur vos objectifs, de 1. Prendre le temps de réévaluer, de réajuster en fonction des résultats ou des informations que vous engrangez au fur et à mesure de l'avancée de votre plan d'action. Et enfin, célébrer vos accomplissements. On n'oublie pas de rester dans un état d'esprit où chaque avancée doit être célébrée et vous pouvez être fier d'atteindre vos objectifs, même l'objectif le plus minimal. Ça permet de continuer à maintenir un état d'esprit positif. Et ça nous fait une belle transition sur le fait que la reconversion est quand même ponctuée de moments difficiles. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des moments où vous allez être en lien avec d'autres enseignants ou d'autres personnes qui vont vous transmettre leur peur. Il y a des moments où vous allez être dans des situations où vous n'allez pas pouvoir contrôler ce qui va se passer, notamment dans les situations de demande de dispositifs de départ, d'attente, de réponse. Et tous ces moments-là peuvent être des moments où votre foi dans votre projet vacille ou peut vaciller. C'est tout à fait normal et ça va arriver. Alors par rapport à ça, quelle est l'astuce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui? C'est toujours revenir à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes dans ce projet? Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? Pourquoi est-ce que vous voulez vous reconvertir? Si vous avez la possibilité d'écrire ces phrases, de les afficher, de les regarder, de vous en imprégner, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous dépasser pendant ces moments-là, ces moments où, moments de flottement, moments où on se sent moins disposé, où on a moins d'énergie, parce que ça va vous remotiver et ça va vous permettre de ne pas avancer et d'éviter de procrastiner au maximum. Alors on arrive à la fin de cet épisode qui était basé sur la réponse à la question comment trouver du temps pour construire un projet solide quand notre métier nous prend tout notre temps. Donc la question du temps a été centrale dans cet épisode et notamment en lien avec la construction d'un projet solide. Ce que je voudrais ajouter dans cette conclusion, c'est qu'un projet solide va avec une vision précise de là où est-ce qu'on veut avancer. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, quand on avance dans le brouillard, on aura plus facilement tendance à procrastiner et à remettre à plus tard, alors que si on sait où on va, on a une idée plus précise des actions à mettre en place, et bien forcément, ça diminue notre charge mentale et on se sent beaucoup plus serein pour réaliser notre objectif. Donc je sais que la gestion du temps, quand on est enseignant, c'est une vraie problématique, c'est un vrai défi, parce que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de supérieur qui va vous dire « à cette heure-là, c'est terminé ». Donc c'est à vous de créer une vraie dynamique et une vraie discipline de travail, parce que en revenant à votre idée que finalement votre reconversion c'est votre priorité, que votre vie personnelle c'est votre priorité, que le travail c'est là, ça existe, mais ce n'est pas que votre vie, qu'il y a d'autres parcelles de votre vie qui méritent aussi autant voire plus d'implication. Et enfin, pour permettre la construction d'un projet solide pour sa reconversion, il est essentiel de planifier des moments dans son organisation pour pouvoir avancer. Parce que l'action, c'est ça qui va vous permettre de débloquer vos propres peurs, mais également débloquer la connaissance que vous pouvez avoir sur certains domaines, sur certains métiers. Et plus vous allez vous mettre en action, plus votre projet va gagner en clarté. Et c'est tout l'intérêt aussi d'être accompagné sur justement cette planification et cette organisation, parce que notamment lors d'un bilan de compétences, on a des rendez-vous réguliers qui fait que malgré tout, même si on n'a pas le temps ou on a tendance à procrastiner, on va quand même avancer lors de ces moments-là et on a quelqu'un qui est là pour nous motiver, pour nous challenger, pour préciser aussi ces différentes étapes, ces différentes actions à mettre en place. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à faire appel à quelqu'un pour pouvoir vous accompagner dans cette priorisation, planification et organisation de votre reconversion. Alors j'espère que cet épisode qui répondait à la question comment trouver du temps pour construire son projet solide quand notre métier nous prend tout notre temps vous a plu.
En tout cas, moi j'ai trouvé que cette question était extrêmement pertinente et c'est pour ça que j'en avais fait un live et que j'en fais un épisode de podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse contact@amd-accompagnement.fr. N'hésitez pas également à partager cet épisode à des personnes qui pourraient être intéressées. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on se dit à dans un mois. Prenez soin de vous!